aux problèmes de l'armée. Il en a profité pour rappeler le militaire des FARDC à l'abnégation, au sens élevé du patriotisme et à la discipline pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays et la récupération des espaces aujourd'hui sous le contrôle de l'ennemi. Agression de la République ce jeudi à Kinshasa devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Les chefs coutumiers se sont retrouvés ce matin à la gare centrale dans le but de protester contre la balkanisation, l'occupation illégale, les massacres, les pillages de ressources et le coup d'État au pays. À cette occasion, ils ont réitéré leur soutien pour le Grand Congo au président Félix Tshisekedi, allié naturel de ses actions pour la paix durable. Et puis, toujours dans cette optique, les personnes vivant avec handicap ont également manifesté devant l'ambassade de France à Kinshasa. Cette catégorie de personnes a demandé à Paris de cesser tout soutien au Rwanda qui agresse la RDC en appuyant les terroristes du M23 dans l'est du pays. Reportage Nadia Mujinga. Entre-temps, au Nord Kivu, une vive tension a régné ce matin au quartier Mugunga Goma, où des déplacés de guerre ont barricadé la route à l'entrée du cinquantenaire Roussayo pour réclamer une assistance humanitaire. Le déroulé de ce journal se poursuit avec la première ministre Judith Suminwa qui tient à maîtriser l'inflation et à stabiliser la monnaie nationale, indique le vice-premier ministre à l'économie, Daniel Mukoko Samba. C'était à l'issue de la réunion du comité des conjonctures économiques présidé par la chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa. Daniel Mukoko Samba a également évoqué l'approbation de la 6e et dernière revue du programme macroéconomique par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. La suite en images. Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et à cet effet, justement, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024
la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. On note une plus forte dépréciation de la monnaie nationale dans ces régions prises à ce conflit, et le gouvernement, tout en maintenant les efforts qu'il fait déjà pour soutenir l'effort de guerre, le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires pour soulager la situation économique de nos concitoyens dans ces zones. Juste un rappel, c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo a conclu avec succès un programme avec le Fonds monétaire international. Hier mercredi, le conseil d'administration du FMI a approuvé la 6e et dernière revue de l'accord au titre des facilités élargies de crédit de 1,5 milliard de dollars américains en faveur du pays de Félix Tshisekedi. Selon un communiqué des institutions de Bretton Woods, cette approbation du Conseil permet le versement immédiat de 224,7 millions de dollars américains correspondant à la dernière tranche du plan d'aide. À ces propos, justement, le représentant résident du FMI RDC, Gabriel Leost, a rencontré le ministre des Finances, Doudou Fouamba. À travers lui, c'était l'occasion de féliciter l'ensemble des autorités de la République démocratique du Congo, puisque le conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé la 6e et dernière revue du programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit. La suite en images. C'était l'occasion, effectivement, à travers lui, de féliciter l'ensemble des autorités de la RDC, puisqu'effectivement, hier, 3 juillet, s'est tenu le conseil d'administration du Fonds monétaire international qui a validé la 6e et dernière revue du programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. C'est un moment quand même important, on peut même dire historique, puisque c'est pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo qu'un tel programme va jusqu'à sa fin, c'est-à-dire que l'ensemble des revues ont pu être conclues. Au-delà de ce message et de ces félicitations par l'entremise du ministre des Finances, ça a aussi été l'occasion pour le ministre de montrer sa détermination à mettre en œuvre, à participer à la mise en œuvre des priorités du 2e mandat du président de la République, des priorités du nouveau gouvernement. Et donc nous avons discuté dans ce cadre de quel pourrait être l'accompagnement du Fonds monétaire international dans les mois et les années qui viennent. Autre chose, au nom du gouvernement congolais, le ministre d'État aux infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a procédé hier mercredi à la relance des travaux de construction et modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue d'environ 230 km. Ces travaux vont durer 24 mois. La cérémonie s'est déroulée au village Matamba, à 30 km de la ville de Kananga, en présence de plusieurs autorités sectorielles. Écoutons-le. Nous sommes venus leur dire que cette attente est enfin récompensée. Nous étions ici il y a 2 ans avec son Excellence Monsieur le Président de la République, et il avait promis à cette population qu'il mettrait tout en œuvre pour construire cette route, qui est une route de l'espoir. C'est une route de désenclavement pour tout l'espace Kasaï dans sa totalité. Et cette promesse, aujourd'hui, va être réalisée parce que nous allons maintenant faire le lancement des travaux de bitumage ou de modernisation de ces grands axes qui est Kalamba-Mbouji-Kananga. Et donc, c'est ça la raison de notre visite ici. La raison essentielle de notre visite, c'est effectivement donner à cette population cette nouvelle et lancer officiellement le début des travaux.
J'espère que vous avez corrigé avec moi. Il s'agit du ministre d'État Alexis Guissaro et non Guissard. À l'Assemblée nationale, le rapporteur, le professeur Jacques Njoli, a échangé avec le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda. Au menu, le financement des projets de recherche aptes à impulser l'emploi et la croissance de la République démocratique du Congo en corrélation avec les 6 défis à relever du président Félix Tshisekedi. Au terme de ces discussions, le rapporteur Jacques Njoli et son hôte se sont dirigés chez le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindwelo. Et puis le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a également échangé avec la délégation des députés nationaux de la province de la Chuapa. Reportage Tapiltounou et Nadia Mouchinga. Cette délégation a été conduite par le président du caucus de députés nationaux de la Chuapa, le député national Célestin Ingelemba. Il a été avant tout pour ses élus de féliciter l'un de leurs, le professeur Jacques Njoli, pour avoir été élevé au rang de rapporteur de la Chambre basse du Parlement après les élections de membres du bureau définitif. Au-delà des civilités, le président du caucus des élus de la Chuapa, Célestin Ingelemba, a dressé un tableau sombre de cette province, marqué notamment par la paye des enseignants et d'autres fonctionnaires qui, jusqu'à ces jours, posent problème faute de banques commerciales inexistantes dans cette partie du pays. Autre sujet abordé au cours de ces échanges, c'est les conflits post-électoraux au niveau du territoire des Bifalé. Satisfait de cette rencontre, le professeur Jacques Njoli a promis à ses hôtes de déménager aucun effort et de s'impliquer personnellement pour résoudre tous ces problèmes le plus rapidement possible afin que la quiétude et la cohésion règnent dans la province de la Chuapa. Les députés nationaux de la province de la Chuapa sont répartis très satisfaits de l'oreille attentive que le rapporteur de l'Assemblée nationale a accordée à leurs préoccupations. Toutes nos excuses pour ces méli-mélos de ces images de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, le panel des femmes de l'Université de Kinshasa a présenté ses civilités à la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo. Ces femmes universitaires espèrent la promotion des femmes compétentes avec l'actuel ministre de l'ESU. Reportage Emani Tango. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo a offert son hospitalité à cet échantillon du personnel féminin réuni au sein du panel de femmes de l'Université de Kinshasa, délégation conduite par Madame Christine Bassosila. La raison, c'est pour la féliciter, parce que c'est pour la toute première fois, n'est-ce pas, que la femme arrive à ce poste de ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et en plus, elle est membre de notre communauté, qui est l'Université de Kinshasa. Et nous sommes le panel des femmes de l'Université de Kinshasa. Alors, il était de notre devoir pour venir la féliciter sur place à son office et aussi l'encourager. Et nous sommes convaincus qu'elle fera une très très bonne carrière durant tout son mandat. Et par la même occasion, nous avons eu à remercier le premier citoyen de la République démocratique du Congo, qui est son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir pensé à nommer une femme à la tête de l'enseignement supérieur et universitaire. Juste après leur entretien, ces femmes de l'Université de Kinshasa ont remis un cadeau symbolique à la ministre de l'ESU, une façon pour elle de lui témoigner leur affection. C'est une grande réussite cette rencontre parce que vraiment c'était une joie immense. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est les cadeaux que nous avions amenés, qui représente une mère avec son enfant sur le dos. Et en plus de ça, non seulement son enfant sur le dos, il avait aussi la criche, pour dire que la femme, là où elle se trouve, elle est porteuse de vie. De la façon dont le chef de l'État lui a ouvert les portes, nous demandons à ce que notre ministre puisse ouvrir aussi les portes à toutes les femmes
de l'Université de Kinshasa. Le panel de femmes de l'Université de Kinshasa attend beaucoup de la ministre de l'ESU, surtout dans la promotion des femmes compétentes dans son secteur. Le panel des femmes de l'Université de Kinshasa est une structure qui prône la promotion et l'accompagnement des femmes par l'organisation des conférences, séminaires, visites guidées et excursions. Effet des innovations financières sur la stabilité financière en République démocratique du Congo approche par le modèle de panel dynamique tel l'intitulé d'une recherche scientifique soutenue par le chef des travaux Jonas Kibala Kouma pour l'obtention d'un diplôme d'études approfondies DEA en sigle au département des sciences économiques de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Reportage Emani Tango et Nadia Mujinga. Les innovations financières ont pour objectif principal d'augmenter les projets ou bien de réduire les risques et de contourner des contraintes imposées par la régulation. Dans sa recherche scientifique, Jonas Kibalakuma plaide pour l'amélioration de l'offre des services financiers. Donc, il a été observé que ce genre de structure devrait, dans une certaine mesure, exposer les systèmes financiers à des risques de nature à constituer une menace pour la stabilité financière. Alors, nous avons observé également cette progression en RDC. Donc, les fintechs sont passés de 2 en 2014 à 12 en 2018 jusqu'à 39 en 2024. Et en même temps, les systèmes financiers congolais se montrent relativement stables et solides sur le plan des normes prudentielles. Alors la question était de savoir comment expliquer ces paradoxes. Comment on a une progression des fintechs alors que nous avons un système financier stable. Nous avons trouvé la réponse dans la réglementation. Donc cet effet positif des fintechs dans la stabilité du système financier congolais est justifié par la nature de la collaboration qui leur impose la réglementation. Donc les fintechs sont obligés d'ouvrir des comptes auprès des banques commerciales en contrepartie des monnaies électroniques qui ont été émises. Donc c'est une forme de collaboration qui empêche aux activités des fintechs d'entraver la stabilité financière. Il a ensuite formulé quelques recommandations aux autorités compétentes du pays. Il y a des recommandations, tant du côté du gouvernement que de l'autorité de régulation. Pour l'autorité de régulation, nous avons estimé qu'il était important de continuer à former les experts, comme elle l'est fait, sur les nouvelles technologies, les évolutions récentes sur les systèmes financiers, surtout sur les fintechs, pour mieux contrôler ces secteurs et pour le gouvernement, en tout cas, financer ces structures, parce que ce sont des petites structures qui financent les PME, qui devraient se développer pour obtenir et consolider davantage l'inclusion financière que nous avons. Donc il faudrait un fonds, en tout cas, pour essayer un peu de les accompagner, parce que ce sont vraiment des petites structures, généralement des jeunes, c'est dirigé par des jeunes qui utilisent leurs fonds propres, ils n'ont pas assez de financement. Jonas Kibalakuma a eu des mots justes pour remercier son directeur de travail, le professeur Émile Ngoï Kassongo, qui intervenait par visioconférence à partir de la France, où il exerce ses fonctions d'ambassadeur. Rendons-nous à présent dans la province du Lualaba où la rénovation des infrastructures évolue en conformité avec la volonté politique du chef de l'État sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saini. L'Office des routes, représentation provinciale, réhabilite la route Musompo-Manga-Manga. Les ouvriers sont à l'étape de la construction de voies de canalisation d'eau et de la couche des bases avant l'asphaltage. La deuxième phase de travaux va consister à l'érection du rond-point Musompo afin d'améliorer l'image de cette agglomération du territoire de Muchacha. Reportage. La province du Lualaba poursuit sa marche vers la rénovation selon la ligne politique tracée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur recommandation de la gouverneure nouvellement élue, Fifi Masuka Saini, la chef de secteur, Louis Lou, a initié la construction de la route Musompo vers l'agglomération Manga-Manga dans le territoire de Muchacha. C'est l'Office des routes, représentation du Lualaba qui a été choisi pour exécuter ces travaux. Ils s'activent aussi à l'érection des voies de canalisation d'eau au moins des mois longs. La deuxième phase des travaux consiste à la construction du rond-point. L'objectif étant de désengorger la route nationale numéro 39 et d'améliorer l'image de l'agglomération Musompo, a déclaré
Le directeur provincial de l'Office des routes, Lualaba. Nous sommes en train de reprendre pratiquement 195 mètres de route. Nous avons commencé d'abord à stabiliser la plateforme avec le ballon. Nous avons la couche de fondation à 0,31 et nous allons mettre en place la couche de base à 0,25. Et nous avons la construction de l'assainissement. Je pense que c'est pour ça que nous sommes en train de voir la construction des caniveaux en roulant. L'ingénieur Joseph Yambi a sensibilisé la population riveraine, surtout les motocyclistes et les vendeurs de produits de première nécessité du coin, à prendre leur mal en patience en évitant de poser dans les limites du chantier pour éviter d'être heurtés par les engins. Parlons religion dans ce journal réuni au sein d'une organisation dénommée les méthodistes induqués. Les membres de l'ECC 128e communauté méthodiste unie au Congo central ont protesté contre la légalisation de l'homosexualité, l'avortement et autres antivaleurs au sein de l'église. Reportage Esther Emongo et Dieulevé Bofula. Je suis chrétien de la RDC, je protège ma coutume, mes mœurs, ma constitution et les lois de mon pays. Je dis non à la dénomination méthodiste unie qui légalise l'homosexualité. Ce sont ces mots écrits en grand caractère sur les banderoles, signe des désaccords avec les décideurs de l'église méthodiste unie en RDC. Pour des raisons de contestation, quelques fidèles de l'église méthodiste unie, regroupés comme un seul homme, ont marché pour dire non à la légalisation de l'homosexualité, de l'avortement et d'autres antivaleurs. Allant des ponts Gabi, cheminant par le cathédrale du centenaire protestant, question de saisir l'autorité de l'église pour finir au ministère de la Justice déposant leur mémorandum. Nous sommes venus déposer officiellement notre mémorandum auprès du ministre de la Justice pour exprimer notre protestation contre la légalisation du péché au sein de notre Église, la légalisation du mariage homosexuel, l'avortement, ainsi que l'adultère au sein de l'Église méthodiste unie. Exprimant leur indignation, ces derniers ont dit non à ces pratiques honteuses. Et dans la conférence annuelle du Congo-Ouest, alors nous avons constaté que quelque chose ne marchait pas par rapport à plusieurs choses, dont les fondements bibliques, par rapport aux lois internes du pays et la pratique de l'homosexualité qui a été d'actualité à la conférence générale quand les gens se sont rendus de l'autre côté là et ils ont voté pour que cela puisse passer. Et puis na église na biso mobimba toboyi basi na basi babalana toboyi mibali na mibali basangisa nzoto na kati na eklesa na biso balingi ba marché ba mettre en nul ba coutume na biso makambo wana toboyi yango nde toye liboso ya autorité ya président national ya ECC yende aza pour représenter ba confection religieuse nyonso oyo eza nsima na ye. À noter que les relations homosexuelles n'y sont pas spécifiquement criminalisées en RDC, mais les lois sur la bonne moralité peuvent être appliquées aux relations homosexuelles. Il n'est pas facile de lutter contre les décideurs, mais nous ne sommes qu'au début de nos actions. L'église méthodiste, c'est une église qui est dirigée entre les laïcs et les clergés. Mais l'église est soutenue, et l'église est soutenue à 90% par les laïcs que nous sommes. Donc nous sommes dans un début d'un combat. Nous allons mener ce combat jusqu'à obtenir gain de cause. Nous sommes en train de demander l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, comme nous l'avons fait avec Monseigneur représentant légal de l'ECC. Nous voulons persuader toute la communauté, comprendre que non seulement que ces actes sont des péchés au regard de la Bible, mais c'est des infractions au regard du droit positif congolais. Des nouvelles des sports et éliminatoires Coupe d'Afrique de Nations, CAN de football 2025. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont logés dans le groupe H aux côtés de la Guinée, de la Tanzanie et de l'Éthiopie. L'organisation de la phase finale est attribuée au Maroc et va partir du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi 4 juillet à Johannesburg.
en Afrique du Sud. Revue de place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce jeudi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutuno. Revue de presse. Stabilisation du franc congolais, le comité de conjoncture économique du gouvernement pour des mesures budgétaires et monétaires courageuses. Selon Forum des As, la première ministre Judith Suminwa a présidé mercredi la première réunion du comité de conjoncture économique depuis son entrée en fonction. Au menu de cette séance de travail, la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale dans le but de baisser le coût du panier de la ménagère. Pendant ce temps, la prospérité dénonce les détournements au sein des institutions. À ce sujet, le journal renseigne que les dossiers sur les détournements des derniers publics fusent de toutes les institutions de la République au point que ça ne meut plus personne. Le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement semble pris dans la nasse de ces accusations. Ce bureau, dirigé par Pascal Kunduelo, révèle le quotidien, est accusé de détourner 3 millions de dollars. Des conseillers communaux tirent la sonnette d'alarme, exigent l'élection des bourgmestres. Dans une déclaration parvenue au journal La Référence Plus, ils ont souligné qu'ils n'ont pas reçu des salaires, des frais remarquable de la représentativité de leur province dans les institutions du pays. Ils ont sollicité une attention particulière du speaker de la Chambre basse du Parlement lorsqu'il s'agira d'autres mises en place afin que leur province ne soit pas une fois de plus oubliée. Pour terminer, les élus du Maïndombe ont déploré le manque d'assistance en l'endroit des familles des disparus ainsi qu'aux victimes du naufrage de 10 juin dernier qui avait fait plus de 100 morts entre Mouchi et Kouamout et 10 morts entre Mouchi et Biangala. Ils ont par la même occasion sollicité l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale afin de trouver une solution pour les déplacés de Kouamout qui se retrouvent en souffrance à Kinshasa après avoir fui les atrocités de Mobondo. Très réceptif, le professeur Vital Kamerhe s'est déclaré favorable pour l'envoi des missions des bons offices dans ces différentes provinces afin de permettre aux représentants du peuple de travailler avec les communautés locales pour mettre fin au conflit et pour proposer des solutions claires au bureau afin que l'Assemblée nationale s'implique objectivement dans la recherche des solutions aux différents problèmes soulevés. Préoccupée par la situation humanitaire à l'est du pays, la Première ministre mobilise davantage les partenaires pour une assistance urgente et des solutions durables. Judith Suminwa a échangé avec les responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les coordonnateurs résidents en République démocratique du Congo du système des Nations Unies. Les images des Pompomba sont commentées par Jemima Diane Mogo. Le déplacement massif des populations en République démocratique du Congo dure depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, la barre de 7 millions a été dépassée. Une tragédie qui appelle à des solutions dans l'urgence. La Première ministre porte la question. Parmi les humanitaires sur le terrain pour assister les déplacés figure le HCR. Angèle Dikongwe, représentante de cette agence des Nations Unies en RDC, avec la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. C'est une situation qui dure depuis trop longtemps et qui n'a que trop duré et qui doit cesser. C'est de trop. Donc ce que j'ai répété avec la Première ministre, c'est que l'OHCR est prête, lui tend la main pour que nous puissions collaborer afin que cette situation-là prenne fin. Alors, comment ça va encore? Dans la même veine, Bruno Le Marquis, coordonnateur du système des Nations Unies en charge des opérations humanitaires, juge ce drame insoutenable et appelle les donateurs à réagir. Imaginons ce que c'est, 40% de la population d'Ituri est déplacée, plus de 30% de la population du Nord Kivu est déplacée, plus de 20% de la population du Sud Kivu est déplacée. Donc on espère vraiment que les solutions politiques, les processus en cours vont porter des fruits. J'en profite également pour faire un appel à la communauté des donateurs, puisque les besoins humanitaires sont gigantesques, donc les besoins financiers pour répondre à tous ces besoins sont également gigantesques. Un plan de réponse humanitaire qui s'élève à 2,6 milliards de dollars n'est financé qu'à peu près un quart. Pour des solutions durables, le gouvernement de la République reste actif sur plusieurs fronts, rassure la Première ministre. Cela y va de sa responsabilité.
Aussi, nombreux compatriotes sont engagés pour défendre le territoire jusqu'au sacrifice suprême. La course à la présidence du Sénat s'accélère. Téné, des notables Ngala continuent leur démarche auprès des sénateurs élus de l'Équateur afin que ces postes soient attribués à un natif de cet espace linguistique. Reportage. Les contacts pour placer un natif de l'espace linguistique Ngala au poste du président du Sénat se poursuivent. Les notables Ngala ont expliqué les motivations de leur démarche au sénateur Jean-Paul Bokechu Bofouli, élu de l'IDPS dans la province de l'Équateur. Même le mandat passé, l'espace Ngala ne s'est pas retrouvé. Raison pour laquelle nous sommes partis voir notre président Ngala pour dire, comme le chef avait promis qu'on doit corriger les erreurs, maintenant qu'il y a 3 déjà des institutions, il ne reste qu'une institution. Raison pour laquelle nous réclamons qu'au Sénat s'assoit, bien sûr, quelqu'un de l'Équateur. Je voudrais simplement ajouter, le Grand Équateur, c'est l'espace Ngala, constate que le président tient à corriger ce qu'il a dit dans son discours. Mais les Français disent la répétition est la mère des sciences. Message bien reçu. Cette aspiration légitime de cette population qui est exprimée par sa notabilité, en tant que représentant du peuple, nous avons pris bonne note et nous avons promis à la notabilité que nous allons porter ces messages aux différentes instances de décision. Le canevas de Jean-Pierre Lissanga Bonganga, le coordonnateur du RAFAT, Rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Omer Egwake, président d'Aliba, Alliance de Bangala prévoit des échanges avec d'autres leaders du Grand Équateur. Tout à fait autre chose, une délégation de l'Association congolaise des sous-traitants en technologie de l'information et de la communication était auprès des ministres des Postes, Télécommunications et Numérique. Leurs échanges ont tourné autour de l'amélioration du climat des affaires dans ce secteur. Reportage. Les contacts pour placer un natif de l'espace linguistique Ngala au poste du président du Sénat se poursuivent. Les notables Ngala ont expliqué les motivations de leur démarche au sénateur Jean-Paul Bokechu Bofouli, élu de l'IDPS dans la province de l'Équateur. Même le mandat passé, l'espace Ngala ne s'est pas retrouvé. Raison pour laquelle nous sommes partis voir notre président Ngala pour dire, comme le chef avait promis qu'on doit corriger les erreurs, maintenant qu'il y a 3 déjà des institutions, il ne reste qu'une institution. Raison pour laquelle nous réclamons qu'au Sénat s'assoit, bien sûr, quelqu'un de l'Équateur. Je voudrais simplement ajouter, le Grand Équateur, c'est l'espace Ngala, constate que le président tient à corriger ce qu'il a dit dans son discours. Mais les Français disent la répétition est la mère des sciences. Message bien reçu. Cette aspiration légitime de cette population qui est exprimée par sa notabilité, en tant que représentant du peuple, nous avons pris bonne note et nous avons promis à la notabilité que nous allons porter ces messages aux différentes instances de décision. Le canevas de Jean-Pierre Lissanga Bonganga, le coordonnateur du RAFAT, Rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Omer Egwake, président d'Aliba, Alliance de Bangala prévoit des échanges avec d'autres leaders du Grand Équateur. Nous avons des petits soucis techniques. Si la régie est en harmonie avec moi, je vous disais qu'une délégation de l'association congolaise des sous-traitants en technologie de l'information et de la communication était auprès des ministres des Postes, Télécommunications et Numérique. Leurs échanges ont tourné autour de l'amélioration du climat des affaires. Augustin Kibasa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique, et Popol Lubo, président de l'Association congolaise des sous-traitants dans ce secteur, ont échangé autour de l'amélioration du climat des affaires dans le secteur des télécommunications. L'Acoustique a remis un mémorandum au ministre Kibasa Maliba contenant les difficultés jugées discriminatoires par cette association. Aujourd'hui, nous parlons de la sous-traitance
dans tous les secteurs, minières et tout ça, mais aujourd'hui c'est les secteurs des télécommunications que nous voulons innover avec des grands projets, non seulement dans les secteurs privés, mais nous devons aussi monter dans les secteurs publics parce que le gouvernement nous donne cette opportunité. Un autre point qu'on a discuté avec le ministre de Petentique et du numérique, c'est la question d'accès au fait à ces marchés publics, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui détient aussi un plus grand projet, et surtout en fibre optique. Et cette question-là, on ne pouvait pas s'en passer tant que nous sommes là en train en quête au fait des marchés. Selon son Excellence, Monsieur le ministre de Petentique et du numérique, il a été d'abord très content de nous voir pour discuter un peu sur les différentes questions concernant les climats des affaires. Et de deux, il a promis avec son cabinet qu'ils vont s'y mettre pour travailler avec, bien sûr, toutes les structures qui sont tout autour de son ministère. Les deux parties ont convenu de la mise sur pied d'une commission mixte pour tabler sur toutes les questions évoquées, et c'est là dans une étroite collaboration. L'actualité, c'est aussi les lancements par le gouvernement de la République d'une vaste campagne de balisage de la rivière Kasaï et d'études hydrauliques partant de Kinshasa à Ilebo dans la province du Kasaï. Ceci dans le but de retracer les nouvelles routes en vue d'éviter des naufrages devenus récurrents sur les cours d'eau du pays. Explication Alain Bikaï. C'est parti avec la vaste campagne de balisage de la rivière Kasaï initiée par la Régie des voies fluviales RVF. L'ego a été donné par le directeur général de cette entreprise publique, Maître Daniel Wapochi, qui a accompagné son adjoint Divine Malumba. Dans son mot, le directeur général a salué la mémoire de nos compatriotes de l'Est, victimes des barbaries de Paul Kagame et son armée. Pour lui, cette campagne s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rendre la RDC pays accessible par tous les modes de transport, notamment fluvial et lacustre. Les cris exceptionnels de décembre 2023 avaient perturbé la route de navigation, ce qui oblige la RVF de lier cette campagne à celle d'études hydrauliques et hydrographiques en vue de retracer de nouvelles routes pour éviter certains naufrages. D'aucuns se posent la question du pourquoi du non-balisage permanent sur nos cours d'eau navigables, ou encore pourquoi lancer la présente campagne 2 ans plus tard, après celle de 2022. La réponse n'est rien d'autre que confirmer que la RVF a un personnel qualifié et disposé, mais aussi du matériel approprié pour effectuer un balisage en permanence, mais alors elle est butée principalement à la précarité de sa trésorerie due à l'aménagement des ressources financières propres, convenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation. S'en est suivi la remise de l'ordre des routes à l'équipage par le président du conseil d'administration, André Pungwe, avant la visite guidée de Balisé Lomela qui va exécuter cette mission. Et les choses se précisent pour les projets de construction d'une ligne de train urbain à Kinshasa baptisé Métrokin. Dans les cas de matérialisation de ces projets de train urbains, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, scrute toutes les opportunités question d'améliorer la mobilité des Kinois. Il a à cet effet eu une réunion avec tous les intervenants pour des échanges appropriés. Edith Chala pour les reportages. Des millions de personnes dans la ville de Kinshasa pour lesquelles il faut assurer la mobilité tous les jours, ce n'est toujours pas évident. Chaque matin, c'est la course contre la montre, des batailles s'enchaînent, une routine pour se trouver un moyen de transport. Même avec son véhicule, on n'est pas toujours assuré d'arriver à l'heure à destination. À peine il est entré en fonction, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, fait de la résolution du problème de transport une priorité. Monsieur Karim Merci et Cédric Fabrice Gérard, dirigeant de la société Alstom, ainsi que messieurs Osaroui et Mamé Bigba, représentants de Africa Finance Corporation AFC, partie prenante au projet Métrokin, ont évoqué tous les couacs qui gênent la mise en œuvre du projet. Avec Daniel Bumba déterminé, un système de transport moderne à Kinshasa est possible. Donc je représente la société Alstom, un des leaders mondiaux de la mobilité et des transports ferroviaires. Nous sommes
également très présent sur le continent africain et récemment nous avons participé à la réalisation du TER de Dakar et du métro d'Abidjan. Et nous sommes très honorés de travailler en partenariat avec la ville de Kinshasa, avec Africa Finance Corporation et avec la société Metrokin pour apporter des solutions de mobilité durable et répondre aux enjeux cruciaux de mobilité et de transport capacitaire sur Kinshasa. Avec ce projet terminé, les Kinoises et Kinois peuvent dire adieu aux tracasseries de transport. Et au-delà de nos frontières, il s'est clôturé à Pointe-Noire, à Brazzaville, les travaux du Forum régional africain des femmes encadreurs des petits-enfants au niveau maternel en Afrique. En toile de fond de cette session figurait entre autres les stratégies à mettre en place dans la formation pré-scolaire. Reportage. La ville de Pointe-Noire en République du Congo a abrité les forums régionaux sur la formation préscolaire avec plus de 400 participants qui vont échanger pendant 3 jours sur les modalités appropriées en vue d'une mise en œuvre. Ces travaux ont été placés sous les thèmes apprentissage continu de la lecture, écriture et langue de scolarisation en Afrique. Les participants à ces forums auront à leur tour la charge de former les encadreurs des enfants afin qu'ils facilitent l'apprentissage des 3 compétences fondamentales, à savoir lire, écrire et parler. Le cas de recette culinaire en classe avec les enfants, qu'on n'accorde que 30 minutes ou 45 minutes, c'est de la théorie. Alors on est venu démontrer, aider le terrain, comment en une journée entière de classe, on peut se concentrer sur une préparation culinaire, mais en intégrant toutes les autres activités sans laisser aucune. Scolaire prépare véritablement l'enfant à la vie. Les gens pensent que puisque les enfants jouent, ils chantent, ils n'apprennent rien. Pour l'enfant, jouer c'est apprendre, parce que la vie de l'enfant c'est l'apprentissage, c'est le travail de l'enfant, les jeux au fait. Donc lorsque l'enfant joue, il apprend la socialisation. Lorsque l'enfant joue, il apprend à collaborer. Lorsque l'enfant joue, il apprend à maîtriser les choses, il apprend son langage, il maîtrise des relations. Bref, il est socialisé et en fin de compte, il est préparé pour entamer l'école primaire avec beaucoup de facilité. Ces travaux ont été organisés par AUF en collaboration avec le ministère de l'Éducation et Recherche technologique et Innovation. La problématique de l'indépendance, où sommes-nous après 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo? Eh bien, ce thème a fait l'objet de discussions lors d'une conférence débat organisée en France par la représentation du mouvement de libération du Congo. Reportage. Une conférence débat a été organisée par la représentation du mouvement de libération du Congo en France le 29 juin dernier et sur la problématique de l'indépendance. Où en sommes-nous après 64 ans dans notre pays? Un débat houleux où plusieurs questions sur le progrès de la RDC ont été évoquées par différents intervenants. 30 juin, un moment de réflexion pour améliorer les quotidiens des Congolais. José Nzolani parle de la musique qui accompagne l'histoire. Christophe Massamba, lui, met l'accent sur l'économie et le développement. Désiré Balabala peint le tableau de l'éducation en RDC. Enfin, le docteur Mbama Mambelenga insiste sur les infrastructures hospitalières construites par le Belge. La République démocratique du Congo doit émerger et telle est la préoccupation du chef de l'État au cours de ce deuxième quinquennat. Revenons à Kinshasa pour parler agriculture. L'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique a reçu des équipements des laboratoires de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, pour améliorer ses performances scientifiques. Le même lot de matériel a été également remis au service national des semences de la République démocratique du Congo. Reportage de Tété Bongunja.
Cette cérémonie de remise dans lot d'équipements de laboratoire par la FAO s'inscrit dans le cadre du projet multisectoriel de nutrition et santé. Ces gestes de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture va permettre de renforcer les sous-secteurs sémenciers en République démocratique du Congo. Le cas de l'IR permettra aux chercheurs des centres et stations de recherche de l'INERA impliqués dans le programme de multiplication des semences de qualité conduit par la FAO et des acteurs institutionnels, dont l'INERA, à produire des semences initiales de qualité et faciliter leur meilleure conservation à court, moyen et long terme. À l'étape de l'INERA, la directrice générale adjointe Anastasia Mouhia se réjouit de la dotation. Nous demandons à nos chercheurs d'être vraiment prompts au travail et beaucoup plus être présents dans les labos pour nous permettre d'avoir des semences de qualité. Sentiment similaire du côté du SENASEM où les équipements ont été réceptionnés par les coordonnateurs nationaux. Pour avoir de la semence, il faut passer par ce matériel. À l'issue de ces deux étapes, inspection au champ et analyse au laboratoire, nous pouvons avoir de la semence certifiée qu'on peut mettre à la disposition du secteur agricole. Ces équipements sont constitués de la chambre de germination, les balances, les portatifs pour prélever l'humidité dans les champs, les moteurs à graines, les étalons et beaucoup d'autres matériels de dernière génération. Un investissement sur le long terme, les centres d'application médicale de l'Institut supérieur de technique médicale de Bandundu a été doté des matériels médicaux indispensables pour les étudiants et étudiantes de cette institution. Reportage. Dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de formation à l'issue, le comité de gestion de l'ISTEM Bandundu a doté des matériels médicaux au centre d'application médicale de leur établissement afin de permettre aux étudiants de lier la théorie à la pratique lors des travaux pratiques et stages. La présentation de ces outils a été faite ce lundi 1er juillet 2024 par le professeur Ferdinand Mamania, directeur général de l'ISTEM Bandundu, en présence des autres membres du comité de gestion, du personnel et des étudiants. La cérémonie de ce jour est relative à la remise des équipements acquis sur fonds propres, c'est-à-dire avec des frais académiques payés par vous, chers députés. Imprimante à échographie. Là, de l'autre côté là, l'imprimante à échographie ici. La dotation de ces matériels vise à accompagner le système LMD. Il s'est dénoté que ces matériels ont été acquis sur fonds propres du système Bandundu. Ensuite, le DG a supervisé la visite guidée des homes des étudiantes en construction. Signalons que depuis la prise de ces fonctions à l'ISTEM Bandundu, les professeurs Mamania et les autres membres se distinguent par la construction de nouveaux bâtiments et l'équipement en matériel. Ces réalisations sont les résultats de la volonté politique et de la bonne gouvernance. La journée s'est clôturée par un match de football qui a opposé les étudiants de L1 soins généraux à ceux de gestion. La reconnaissance par la Belgique des œuvres d'art traditionnelles, la République démocratique du Congo, sa restitution était un véritable combat que mène la diaspora congolaise vivant en Belgique. Ce vœu a été exprimé par la communauté congolaise vivant à Bruxelles lors de la projection du documentaire intitulé « The Story of Nekuku ». Reportage Rodépanda. Je suis venu récupérer le bien qui nous appartient. Voici le combat que mènent les Congolais de la diaspora pour récupérer notre patrimoine culturel. Les œuvres d'art de la RDC importées en Belgique depuis l'époque coloniale demeurent une épineuse problématique. Pourtant, elles continuent de garnir les musées étrangers, spécialement le musée de la Belgique. Malgré quelques gestes de bonnes intentions exprimés par la Belgique, le parcours est encore long et il faut persévérer. Lors de la première belge du documentaire The Story of Nekuku, projeté le 15 juin 2024 dans la salle Africa Museum de Tervuren en Belgique, dont le conducteur des différents épisodes de la cérémonie était assuré de main de maître par Marie Bemba, journaliste. C'était une opportunité pour elle de rappeler les enjeux autour de la restitution de ces biens et œuvres d'art congolais par la Belgique. Après la bienvenue du directeur du Musée royal d'Afrique centrale qui a accueilli l'activité, cette exposition Reflecting Collection, organisée par Africa Museum en collaboration avec Doxy Fixi pour cette
cette première belge documentaire réalisée par Festus Toll était le moment indiqué pour évoquer le processus de récupération des œuvres d'art traditionnelles de la RDC. Les Belges les reconnaissent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une diplomatie agissante pour y parvenir. La projection était suivie d'un échange sur la recherche de provenance d'origine de ces œuvres d'art pour relancer la restitution. C'était avec le professeur Placide Mumbembele de l'Université de Kinshasa, l'activiste congolais Mwazulu Diabanza, présent à la cérémonie, puis s'en est suivi une séquence de questions-réponses avant que les panélistes puissent conclure. Et c'est ainsi que se referme complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique, notamment à Jonathan Moubalama, Guilhem Moukoko ainsi qu'à Alain Ngalia. L'information est en continu sur notre antenne. Demain matin à 7h, retrouvez Eric Kabamba pour un autre rendez-vous d'information. Moi, je vous souhaite une bonne suite des programmes en compagnie de la RTNC.